Jungle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme toujours pour la campagne contre le coronavirus. La référence sportive s'engage dans la guerre contre le Covid-19. La situation n'est pas stable au Togo. L'on a enregistré 2 nouveaux décès, ce qui porte le nombre de victimes de cette pandémie à 5 ici. Nous parlons également du comité national de gestion de la riposte présidé par le colonel Mohamed Djibril. On nous dira un peu ce que fait ce comité là, les médecins cubains au Togo dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Bref, on fait le point de la situation ici. Et pour ce faire, on reçoit le docteur Ganiou Tchanilé, médecin de santé publique, directeur de l'information sanitaire, épidémiologiste. Nous allons tenter d'avoir des réponses à certaines questions. Nous vous signalons que vous, auditeurs, vous pouvez appeler à partir de 14h30 pour poser des questions au 92 03 60 31 97 24 26 26. Et comme toujours, la vidéo de cette émission est l'affaire dès l'homme à Dovon. La mise en onde est signée par Pélagie Mekoum. Merci d'être à l'écoute de Radio Sport FM. Nous avons en studio le docteur Ganiou Tchanilé. Bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Comment vous portez-vous ? Très bien. Voilà, vous êtes spécialiste en santé publique, directeur de l'information sanitaire et même épidémiologiste. Alors, quelle est la situation actuelle de cette pandémie ici au Togo ? Merci, monsieur Franck, pour cette opportunité que vous me donnez de partager l'information avec les auditeurs et les auditrices de cette radio. Vous savez que depuis le 4, l'épidémie a été déclarée au Togo avec le premier cas qui a été notifié. Vous parlez de 4 mars, c'est ça ? Oui, depuis le 4 mars, c'est ça. Donc aujourd'hui, nous sommes le 17 avril. La situation au Togo, nous sommes à 83 cas confirmés, dont 48 sont guéris. 30 sont actuellement hospitalisés au CH Lomé Commune. Et malheureusement, nous avons enregistré 5 décès. Voici en gros la situation au Togo au jour d'aujourd'hui en ce qui concerne la pandémie de coronavirus. 5 décès, c'est déjà alarmant, hein, on peut le dire. Mais bon, comment, dans quelles conditions ces victimes visiblement ont quitté leur famille ? Qu'est-ce qui se passe ? On est parti de 1 à 3 et puis à 5, ça veut dire que ça prend de l'ampleur. Oui, c'est normal de s'inquiéter. Lorsqu'on parle de 1 cas et on arrive à 5 décès, on peut s'inquiéter. Mais ce n'est pas encore alarmant comparativement aux pays comme l'Italie, etc. Ce n'est pas encore alarmant. Maintenant, comment nous sommes arrivés à ces 5 cas ? Le problème qui s'est posé, les gens, vous savez, dans nos communautés, on n'a pas le réflexe d'aller très vite aux formations sanitaires, vers les formations sanitaires, les médecins, les infirmiers. Donc quand ça commence, on reste à la maison, on prend les petits médicaments, paracétamol parce que c'est la fièvre. On a les maux de tête, on prend paracétamol. Et c'est après, quand on voit que ça s'aggrave, on s'approche maintenant des structures de santé. Vous savez, le coronavirus, lorsque ça devient plus grave, en ce moment-là, il faut la réanimation. Et des fois, la réanimation ne marche pas et malheureusement, la personne décède. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque j'ai les maux de tête, tout de suite, je dois penser à aller vers les services sanitaires parce que il y a une maladie qui tue 400 000 personnes par an dans le monde, c'est le paludisme. Oui. Le paludisme également se manifeste par ses symptômes, les maux de tête, la fièvre, la toux parfois, et les courbatures. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque je me lève et que je remarque que j'ai les maux de tête, je dois tout de suite aller vers les formations sanitaires ? Actuellement, quand vous prenez les manifestations, les symptômes, les signes du coronavirus, il n'y a pas de différence entre ces signes et les signes que présentent les patients lorsqu'ils ont le paludisme. On a les courbatures, la fatigue, on a la fièvre, on tousse, surtout chez les enfants, on a des fois le rhume, et c'est les mêmes symptômes. Il n'y a pas de différence. Donc nous sommes en situation d'épidémie. Dans ce cas-là,
lorsque vous avez... Même de pandémie. Hein. Je parle d'épidémie par rapport au Togo, mais quand vous prenez l'ensemble du monde, nous sommes en pandémie. C'est-à-dire, tous les continents pratiquement sont touchés. Donc, dans cette condition, lorsque vous avez un problème, a priori, vous prenez comme coronavirus. Et donc, vous approchez des agents de santé. Il y a aujourd'hui une ligne verte qui est mise en place. Le 111. Le 111. Vous pouvez appeler au 111 et avoir des informations précises. Ce qui vous permet de rapidement toucher le personnel médical pour voir si c'est effectivement le coronavirus ou bien c'est le paludisme. Est-ce que cette situation de virose n'a pas créé cette psychose à une grande échelle? Les gens ont peur tellement que même qu'ils ont une petite fièvre, on se tient la tête entre les deux mains. Mais justement, comment se débarrasser de cette psychose dans cette situation de virose? C'est d'aller s'informer. Oui, justement, nous sommes des humains. Lorsque vous voyez des gens qui meurent comme des mouches ailleurs, on se dit, ah tiens, dans notre pays, ça peut arriver. Et c'est normal que les gens s'inquiètent. Mais il ne faut pas que ça devienne une psychose. Et quand on a la peur, la psychose, on peut faire n'importe quoi. Tout est possible pour lutter contre le coronavirus. Et le plus souvent, on va à côté. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'il faut faire pour une prise en charge? Et dites-nous si cette prise en charge, est-ce qu'elle est payante? Aujourd'hui, lorsque une personne est dépistée positive, il y a un protocole, il y a un mécanisme qui permet de le suivre jusqu'à la fin. Dès que c'est déclaré que vous ayez des signes ou non, vous êtes pris en charge dans les centres dédiés. Et c'est Lomé commune. Actuellement, il y a des centres à l'intérieur qui sont en train d'être réfectionnés pour pouvoir recevoir en cas de. Donc, lorsque la personne est détectée, le protocole est suivi. Bon, on aura le temps de parler de ce protocole peut-être. Oui, bien sûr. C'est ça. Donc, lorsque une personne est prise en charge, elle n'a rien à payer, c'est ça? La personne n'a rien à payer. La personne n'a rien à payer. Même si c'est dans son domicile que le test a été fait et c'est positif, on envoie l'ambulance médicalisée chercher la personne jusqu'au niveau du centre de prise en charge. Il n'y a rien à payer. Le test est gratuit. La prise en charge est également gratuite. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette prise en charge-là, globalement? Dans cette prise en charge, j'ai parlé de protocole. Oui. Le protocole, ça, c'est le traitement. Oui, on va y revenir. C'est ça, avec les médicaments, tout ce qu'il faut. Ça, c'est gratuit. La personne qui est hospitalisée, on dit, vous ne devez pas être visité. Donc, ça veut dire il faut manger, il faut se laver. Tout, c'est pris en charge par le gouvernement. On mange matin, midi, soir. C'est le gouvernement qui fournit. Laver les habits, tout ça là. On ne va pas remettre à la famille pour augmenter encore le risque de propagation. Donc, c'est tout ça là qui rentre dans la prise en charge. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on part du 4 mars, ça fait donc un mois, 13 jours que disons 6 semaines. Que le virus a touché le Togo, on va dire. Alors, de là jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, depuis le discours du chef de l'État à la nation, beaucoup de choses ont été dites. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la situation? Ça évolue. Les infrastructures, j'allais dire oui, les infrastructures qui permettent quand même de gagner la guerre face à cette maladie à coronavirus. Qu'est-ce qu'on peut dire concrètement par rapport au Togo? Ça avance? Merci beaucoup. Depuis que l'épidémie a été annoncée au Togo, il y a eu des mesures qui ont été prises. Et vous avez rappelé entre-temps ces mesures par rapport au gouvernement. En dehors de ça, les centres de prise en charge, notamment Lomé commune, ont été réfectionnés. En dehors de cela, nous parlons de la réanimation. Ça veut dire qu'il faut du matériel médico-technique pour pouvoir réanimer les patients graves. Et donc, le gouvernement a commandé un certain nombre de matériels, notamment les aspirateurs artificiels. Et le Togo a déjà réceptionné plus de 100 respirateurs actuellement au niveau des centres de prise en charge. Ça fonctionne maintenant. Ça peut réanimer les gens. Ça peut réanimer les gens, mais c'est les cas graves. On parle de respirateurs
au niveau, lorsque les cas graves se présentent, ce n'est pas à tout le monde un respirateur. La réanimation, c'est ça, quand ça devient grave. Est-ce qu'il y a eu des cas comme ça où on a eu à utiliser le respirateur bien sûr. Et qu'après, ces personnes sont guéries? Bien sûr. Bien sûr. Sinon, on n'aurait pas 48, on devait avoir au moins 48 morts. Il y a eu des cas qui ont été pris en charge et qui s'en sont sortis. Peut-on dire aujourd'hui que le Togo est vraiment équipé par rapport à cette, on va dire, à cet ennemi invisible? Le Togo a les moyens de riposter. Il y a également la mise en place d'un comité national de gestion de la riposte, présidé par le colonel Djibril Mohamed. Est-ce que aujourd'hui, selon vous, vous êtes épidémiologiste, vous êtes spécialiste en santé publique, le Togo est bien équipé aujourd'hui pour faire face à cette maladie? Par rapport au cas que nous recevons, je peux dire que le Togo est prêt pour affronter un certain nombre de cas. Maintenant, lorsque nous aurons des cas à l'image de l'Italie, je pense que nous ne pouvons pas dire que nous sommes prêts. Vous voyez, lorsque vous avez beaucoup de cas, avec le nombre de personnels de santé dont nous disposons, le matériel également dont nous disposons, en ce moment-là, ça serait difficile de faire face. Mais pour le moment, avec le nombre de cas qu'on a, le matériel est suffisant pour qu'on puisse prendre en compte. Je rappelle aux auditeurs qu'à partir de 14h30, ils peuvent commencer par composer le 92 03 60 31, le 97 27, c'est ça, non? 97 24, voilà, 97 24 26. 26, c'est le bon numéro. Et alors, puis, je vais ajouter, la prise en charge n'est qu'un aspect de la lutte. Donc, peut-être qu'on parlera des mesures barrières, tout ça là, avec également l'état d'urgence qui a été décrété par le président de la République. L'état d'urgence sanitaire. Sanitaire qui a été décrété par le président de la République. Tout cela rentre dans un processus pour pouvoir endiguer cette épidémie au Togo. Vous sortez le mot, lorsqu'on parle d'état d'urgence sanitaire, mais qu'est-ce qu'on met là-dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? Les auditeurs veulent comprendre. C'est ça. Merci beaucoup pour la question, qui est très intéressante. Donc, état d'urgence sanitaire, c'est quoi? Vous avez un pays, je prends le Togo, il est question du Togo. Une épidémie est déclenchée et si on ne fait rien, le pire est à venir. En ce moment, le chef de l'État, avec l'aval du Parlement, prend des mesures exceptionnelles pour dire à partir de cet instant, il y a certaines libertés qui seront réduites. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut plus sortir à partir de 21h. Vous savez, c'est une... De 20h. À partir de 20h, excusez-moi, de 20h jusqu'à 6h. Ah, si vous sortez à 21h, vous avez des problèmes. Vous avez avec des exceptions près pour le personnel de prise en charge qui est obligé quand même de se déplacer. Il y a ces exceptions et d'autres également qui font exception. Donc, c'est une liberté qui est réduite. C'est dans ces conditions qu'on parle état d'urgence. Et ici, comme il s'agit de la santé, état d'urgence sanitaire. Voilà. Ce qui intéresse aussi les auditeurs et le peuple togolais, c'est justement le traitement de cette maladie. On a parlé de beaucoup de choses autour de cette pandémie, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine. Bien de choses ont été dites aujourd'hui. Ça fait un mois et plus qu'on connaît cette pandémie ici, ou bien cette épidémie. Alors, quels sont les traitements, les recherches thérapeutiques dont vous pouvez nous parler ici? Au niveau du Togo, sur le plan mondial, comment ça se présente? D'accord, merci M. Franck. Il y en a eu tout. Quand vous parcourez les réseaux sociaux, il y en a eu tout. Le sel de cuisine, le citron, du gingembre. Toutes les potions sont sur table et les gens utilisent. Alors que ça n'a pas été prouvé médicalement que ces potions sont efficaces. À l'heure où nous parlons, l'OMS n'a pas encore homologué un traitement. Mais au-delà de cela, il y a eu des recherches qui ont été faites, notamment en France avec le professeur Raoult. Et puis en Chine, où l'épidémie a commencé, il y a eu des recherches qui ont été faites au niveau laboratoire
et également au niveau des patients et qui montrent que la chloroquine aurait une efficacité sur le coronavirus 2019. Pourquoi c'est encore au conditionnel? Si la Chine a pu gagner la guerre face à cette pandémie à partir de la chloroquine ou bien de l'azithromycine ou l'hydroxy, mais pourquoi on est toujours au conditionnel? Oui, le conditionnel, c'est en ce sens que vous savez, nous sommes dans un monde où, en ce qui concerne la santé, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a le lead. Et pour que l'Organisation mondiale de la santé dise ce traitement est efficace, il y a un certain nombre de démarches à suivre. Les démarches, c'est quoi? Un médicament, vous savez, il est bien vrai, ça traite, mais ça a des effets, ça peut tuer. Tout médicament. Il est bien vrai, on prend pour traiter, mais il y a des effets secondaires qui peuvent tuer. C'est pourquoi, pour le moment, il faut qu'on suive des essais cliniques avec un grand nombre de patients. Et en ce moment, on dira la chloroquine est efficace, donc désormais c'est la chloroquine. Donc c'est ce processus et vous allez voir que déjà en Europe, il y a des essais cliniques, Solidarity, etc. qui sont en cours actuellement. Voilà. Est-ce qu'on va revenir peut-être à l'étude du professeur Didier Raoult, puisque la dernière fois, le président Macron lui-même lui a rendu visite pour voir un peu ce qu'il essaie de faire à son niveau, et lui persiste et signe que l'azithromycine plus la chloroquine ont réussi à vaincre la pandémie. Alors là, on attend toujours le hockey, le sifflet de l'Organisation mondiale de la santé, même si c'est vérifié que c'est efficace? Les travaux du professeur Raoult, tout le monde est au courant. D'abord avec 24 patients, et en moins de 6 jours, on a eu ce que nous appelons la charge virale qui a été supprimée en 6 jours. Et après, sur près de 80 patients également, on a eu les résultats, ce qu'il a présenté au président Macron. Donc, ces recherches, c'est intéressant. Mais 24, c'est un nombre infime lorsqu'on parle de recherche et qu'on ne peut pas tirer d'emblée des conclusions. Vous voyez, lorsque vous voulez tirer des conclusions sur des essais cliniques, nous parlons de taille de l'échantillon. Donc, il y a des méthodes pour calculer la taille de l'échantillon. Donc, il faut un grand nombre. Des fois, même ce nombre, il faut aller dans plusieurs pays pour pouvoir avoir ce nombre. Et c'est ce qui est en train d'être fait au niveau d'Europe, en Amérique, etc. Voilà, il y a eu des critiques, des gens qui ont accepté ce que fait le professeur Raoult. Et puis, par rapport à cette histoire de chloroquine, toujours, je me rappelle, lorsqu'on était enfant, nos mamans nous donnaient de la chloroquine sans contrôle, sans aucun contrôle. Mais personne n'a peut-être eu la dose létale pour peut-être en arriver à l'irréparable. Mais comment peut-on expliquer, puisqu'on dit que cette histoire de coronavirus présente pratiquement les mêmes symptômes que le paludisme, qui tue 400 000 personnes chaque année dans le monde, mais là, beaucoup disent également qu'il y a un truc de business autour, les gens se cachent derrière pour, je ne sais pas. Vous, à votre niveau, en tant qu'épidémiologiste, qu'est-ce que vous voulez dire aux Togolais ? Oui, ce qu'il faut savoir par rapport à la chloroquine, on l'a utilisée pendant près de 70 ans au Togo. On l'a déjà utilisée. Et on peut dire que la tolérance quand même est bonne. C'est pourquoi le gouvernement togolais, à travers le ministère de la Santé, a opté pour un protocole incluant la chloroquine. Actuellement, tous ceux qui sont hospitalisés sont sous ce protocole. Donc, il est bien vrai, nous l'avons utilisé pendant des années, mais des études n'ont pas été faites pour voir quel impact en matière de décès ou bien de tolérance ça a eu sur nos communautés. On ne l'a pas fait. Mais tout compte fait, le gouvernement, vous savez, c'est une question de souveraineté d'un pays. Que l'OMS, que ça soit homologué ou non par l'OMS, l'État même togolais décide ce qui est bon pour sa population. Et c'est ce qui a été décidé. Le protocole est là, incluant la chloroquine. Et là, c'est seulement dans les centres de prise en charge qu'on donne ce protocole. Et dans les centres de prise en charge,
les formations sanitaires privées sont exclues. Parce que de toutes les façons, vous n'allez pas trouver en pharmacie, dans les officines, de la chloroquine. Il n'y en a plus. Parce que depuis près de 15 ans, on avait dit, par rapport à la prise en charge du paludisme, que la chloroquine ne marchait plus et on l'a remplacée avec d'autres molécules. Maintenant, la chloroquine que vous allez trouver sur le marché, ça serait des problèmes. Parce que c'est des médicaments illicites. Et vous avez déjà vu, de par le passé, les gens simplement avec de la farine, ils ont fabriqué des comprimés de paracétamol, vous en avez vu. Et ça pose énormément de problèmes. Les gens vont se dire, bon, on a de la chloroquine du marché, on prend, et lorsqu'on a des signes, on ne fait pas rapidement recours aux agents de santé. Donc officiellement, il n'y a pas de chloroquine aujourd'hui dans les pharmacies au Togo. Il y en a je pas. le dis, j'insiste, je reprends. Il n'y a pas de chloroquine actuellement dans les pharmacies qu'on peut aller acheter comme on veut. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, il faut faire attention. Seul l'État peut en avoir aujourd'hui. L'État en a, ce n'est pas l'État peut en avoir. L'État en a déjà. Il a trouvé où? L'État a trouvé où? Vous savez que le Togo n'est pas un pays isolé. Nous sommes dans des organisations. Et aujourd'hui, le Togo a bénéficié d'un don de l'Organisation ouest-africaine de la santé, d'un certain nombre d'une quantité de chloroquine. Donc, c'est ça qui permet, depuis qu'on a commencé, depuis que l'épidémie a commencé, de prendre en charge les patients qui nous arrivent. Voilà. Alors, aujourd'hui, la conclusion, c'est que la chloroquine n'est pas à titre préventif, mais curatif. La chloroquine n'est pas à titre préventif, c'est à titre curatif. Très bien. Vous écoutez Sport FM, la référence sportive. Nous recevons aujourd'hui le docteur Ganiou Tchanilé. Il est spécialiste en santé publique, épidémiologiste et directeur de l'information sanitaire. Je rappelle que vous, auditeurs aussi, vous pouvez participer à cette émission en composant le 92 03 631 97 24 26 26 pour plus d'explications, pour poser des questions et comprendre la situation. Et l'on marque une pause et on fait le retour juste après. On reste dans le cadre toujours du traitement et j'ai souvent l'habitude de poser cette question à mes invités. On a eu dire qu'on fait recours également peut-être à un retour du BCG. Vous en avez entendu parler? Oui, merci. Par rapport au BCG, vous savez que depuis longtemps, le BCG est utilisé dans la prévention de la tuberculose. Oui. Et ça a montré ses preuves. Les gens sont allés plus loin que la tuberculose par rapport à certaines tumeurs, ce que nous appelons des cancers. Le BCG est également utilisé. Mais ces derniers temps, il y a eu des polémiques sur le plan international par rapport à ce BCG, par des propos malencontreux d'un certain nombre de chercheurs, notamment français, qui voudraient que ça soit expérimenté en Afrique. En Afrique, ça a créé un tollé. Oui. Et franchement, comme on nous considérait comme des cobayes. Le Togo aussi a choisi, puisqu'il semble qu'on a choisi des pays pour commencer. Oui, on a choisi des pays. Vous savez, dans chaque pays, il y a quand même des structures mises en place qui, à un moment donné, lorsque une demande est faite pour pouvoir faire des essais cliniques, la structure doit donner son OK à travers un protocole bien peaufiné. On analyse, on voit sur le plan éthique qu'est-ce que cela représente avant de donner son OK. Et à l'heure où je vous parle, aucune demande n'est adressée à cette structure. Le Togo n'a pas encore reçu de demande. Donc, il n'y a pas dit que les gens sont en train de passer aux essais cliniques au Togo. Est-ce qu'il y a eu véritablement, officiellement, cette envie d'essais en Afrique, alors que de l'autre côté, on a 1000 morts par jour? On parle de la France, de l'Espagne, de l'Italie, qui sont devenus quand même les épicentres de la maladie en Europe. Mais pourquoi on aurait eu cette envie de commencer le test en Afrique, alors que là-bas, c'est la catastrophe? Oui, vous savez, les essais cliniques, comme je l'ai dit, il y a des protocoles. Et derrière les protocoles, il y a aussi le coût. Entre-temps, je suivais une émission par rapport à un essai clinique qui s'est passé lors de l'épidémie d'Ebola en Guinée. Et les participants à l'essai, un Guinéen coûtait 60 €. Alors que les mêmes essais cliniques en Europe, aux États-Unis, un participant devait coûter $4 600.
Vous voyez la différence. Et 60 euros, 60 euros, 4 $. Donc ça veut dire qu'il faut environ 6 Africains pour un Européen ou bien un Américain. Vous voyez le bénéfice que ceux qui devaient conduire cet essai clinique, leur bénéfice par rapport à ce que ça se passe en Afrique. Parce qu'en acceptant les essais cliniques, c'est des risques que vous prenez. C'est des risques également, parce qu'un essai clinique, jusqu'à preuve de contraire, il y a des risques. Et tout récemment, en France, vous avez vu des essais cliniques qui sont tournés court. Dès qu'un participant est décédé, tout est arrêté, on ne continue plus. On ne continue plus. Ça veut dire qu'il faut des structures pour pouvoir suivre ces essais. Et lorsqu'il y a un problème, on arrête. Il n'y a pas badiner. Parce que la vie d'un être humain, on ne peut pas mettre en danger la vie d'un être humain. Donc, ça doit s'arrêter. Et il faut suivre des organes qui doivent suivre. Sinon, chacun va aller faire ce qu'il lui plaît et sortir des résultats peut-être qui sont contraires à ce que ça donne sur le terrain. Une question qui peut paraître bizarre. Au niveau des spécialistes ou bien des médecins du Togo, est-ce qu'il n'y a pas une démarche pour faire des recherches et peut-être trouver quelque chose aussi? Est-ce que vous êtes dans ce sens-là ou bien vous n'y avez pas pensé? Justement, au niveau du Togo, on en pense. Aujourd'hui, quand vous prenez l'université de Lomé, il y a des chercheurs. Tout récemment, il y a eu même un colloque avec les médecins du Togo, les chercheurs, au niveau de l'université, et les tradithérapeutes. Vous savez, dans cette épidémie, dans cette situation, tout le monde doit concourir à l'endiguement de cette épidémie. Vous voulez mettre les énergies ensemble? Les énergies ensemble, tout le monde doit concourir. Les tradithérapeutes sont invités. Ils ont discuté et actuellement, il y a quand même des essais qui se font au niveau de l'université pour voir quelle sera la contribution, que ce soit au niveau de la médecine moderne ou bien au niveau de la médecine traditionnelle. Voilà, et justement, parlant de recherche, certains étudiants ont pu proposer quelques respirateurs que nous avons pu voir la dernière fois. Maintenant, il reste à les valider. C'est quand même intéressant de voir de très jeunes Togolais proposer des appareils pouvant permettre à un patient de retrouver sa respiration. C'est quand même intéressant. C'est des initiatives à encourager. Des initiatives. On avait vu des startups qui ont commencé à mettre en place des respirateurs au Togo. Je me suis dit, est-ce qu'il y avait de ces gens-là au Togo? Et puis, on souffrait. Aller acheter des respirateurs à des sommes énormes, pourquoi ne pas encourager localement leur fabrication? Il suffit d'homologuer. Et là, on met en marche. Ça revient encore peut-être on prendra 20 respirateurs togolais pour avoir un seul respirateur peut-être, je ne sais pas. Venu d'ailleurs. Et ça revient moins cher avec la même efficacité de prise en charge des patients graves. Voilà. Toujours dans la lutte contre le Covid-19, le Togo a fait appel à certains médecins cubains. On sait qu'en médecine, les Cubains sont réputés très forts. Alors, ils sont 10, c'est ce qu'on a eu, bien 11. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire concrètement? Oui, sur les réseaux sociaux également, il y a beaucoup d'encre de salive également. Ce qu'il y a, de par le passé jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de Cuba, en matière de médecine, ils sont très avancés, même si c'est un pays sous-développé. Vous voyez l'Italie, la France même, qui est notre métropole, a fait recours au Cuba pour avoir les médecins cubains parce que leur expérience est très importante. Et tout le monde apprécie leur expérience. Au fait, il y a 11 personnes qui sont médecins, qui sont arrivés au Togo pour partager leur expérience. Ce n'est pas seulement dans la prise en charge. Quand on parle de prise en charge, les gens pensent que est-ce qu'il n'y a pas de Togolais pour donner les médicaments ou bien pour faire la réanimation? Pourquoi on va aller chercher des Cubains? Non. Partage d'expérience, la prise en charge d'une pandémie ou bien d'une épidémie, ce n'est pas seulement donner des médicaments. En matière de recherche, on doit échanger en matière de recherche. Comment on doit procéder? Il y a ça. Au niveau santé publique, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place? On discute également de cela. Donc, ce n'est pas seulement les médicaments. Et si c'est les médicaments seulement donnés, nous avons des professionnels au Togo, des médecins, des professeurs,
qui font bien leur travail, qui peuvent donner des médicaments, suivre un patient jusqu'à son... Donc les médecins cubains aujourd'hui doivent apporter un plus. Ils doivent apporter leur un plus. Savoir-faire. Leur savoir-faire depuis, la médecine cubaine, que ce soit en chirurgie ou bien médicalement, ça a été prouvé, qu'ils sont super. Même les puissances, les grandes puissances, que ce soit les États-Unis, ils font recours à ce petit pays. Mais vous l'expliquez, pourquoi? D'où sortent-ils, on va dire, cette référence-là? Oui, ça vient de très loin, c'est pas aujourd'hui. À un moment donné, leur ancien président a pris... Fidel Castro, il a pris la décision et il a mis les moyens. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Après plusieurs décennies, on voit les résultats que ça donne. Donc je pense que c'est déjà un départ pour le Togo, avec les échanges qui vont découler entre le frottement avec les médecins cubains. Je pense que ces échanges, on va les perdurer même après la pandémie, ce qui permettrait d'envoyer nos apprenants également au Cuba et aller encore mieux apprendre et revenir servir pour le pays. Donc ce n'est qu'un pas qui est fait en ce sens. Voilà, alors on va maintenant parler, on n'en a pas parlé depuis le début de cette émission, vous l'avez dit, les mesures barrières, aujourd'hui c'est les seuls moyens de pouvoir se protéger, de protéger les autres, ou bien? Oui, les mesures barrières, on n'en dira pas assez. Les mesures barrières, c'est pour la prévention de la maladie. Vous savez, avant de comprendre pourquoi on parle de mesures barrières, il faut comprendre comment la maladie se transmet. Le virus n'est pas en l'air, il se déplace. Non. Le virus, c'est quelqu'un qui l'a et qui se déplace avec et il transmet aux autres à travers ses actes. Quand il touche une surface, s'il est atteint, il dépose, il tousse, les gouttelettes qui sortent de sa toux, ça pollue les surfaces. Quelqu'un qui est devant, il prend ses gouttelettes. Lorsque nous parlons, vous allez voir que nous sommes masqués au studio. Lorsque nous parlons également, nous émettons des gouttelettes. Et si moi j'avais le coronavirus dans ma gorge au niveau des poumons, je dégage et je vous transmets. Donc voilà comment le virus se transmet. Donc à partir de là, comment faire pour que vous et moi, on ne puisse pas prendre ce virus? C'est pourquoi nous parlons de mesures barrières. Maintenant, par rapport aux surfaces, il faut les nettoyer avec de l'eau de javel ou du savon. Maintenant, les mains qui transportent et déposent sur les surfaces, il faut les laver régulièrement au savon et à l'eau, ou bien chercher une solution hydroalcoolique et se laver avec. En dehors de cela, lorsque nous voulons tousser ou bien nous voulons éternuer, si on n'a pas de mouchoir à usage unique, il faut se servir du pli de son coude. Et là, les gouttelettes ne vont plus se propager et aller contaminer les autres. En dehors de cela, il y a une certaine distance que nous devons avoir entre nous. On a parlé d'1 mètre. C'est ça. Après 1,50 m, après 2 mètres. Non, au moins 1 mètre. Au moins 1 mètre. Au moins 1 mètre, c'est ça. C'est ce qui est dit. Au moins 1 mètre. Quand on dit au moins, ça veut dire à partir de 1 mètre en allant. Oui. Parce que les études ont montré que les grosses gouttelettes à 1 mètre tombent. C'est les petites qui continuent. Donc on pense qu'il faut au moins 1 mètre pour que les gouttelettes, on ne puisse pas avoir un grand nombre de gouttelettes. Lorsqu'on a les barrières, par exemple les masques, ce que nous appelons le plus souvent les bavettes, oui. Lorsqu'on a ça, quand ça arrive, c'est retenu. Et on ne peut plus respirer ces gouttelettes qui contiennent le virus et qui vont aller nous donner ce que nous appelons la maladie à coronavirus. Quelle est la durée d'un virus, la durée de vie d'un virus qui se pose par exemple sur cette table? La durée d'un virus qui se pose sur cette table, on ne va pas rentrer dans les... C'est ça. Les gens parlent de 3 heures, de 4 heures, de ce qu'il y a, que ce soit 3 heures, 4 heures ou 1 minute, les mesures barrières sont importantes. Tout le monde doit s'en tenir aux mesures barrières et endiguer, éviter la propagation possible
la propagation possible, éviter la propagation possible de ce virus. Oui. On a comme l'impression que tout le monde est exposé parce qu'on touche nos portables, on touche nos clés de voiture, de moto, on touche les serrures. Mais donc, pour les serrures, tout ça, il faut les nettoyer de temps en temps. Et nettoyer aussi les clés de nos voitures et autres. C'est à l'eau de Javel, à l'alcool, à l'eau qu'on fait tout ça. Comment doit-on le faire? Oui. Lorsque vous avez des surfaces, il faut les nettoyer. C'est comme la main. La main de l'eau avec du savon ou bien solution hydroalcoolique. Vous avez la surface, vous pouvez utiliser de l'eau de Javel pour nettoyer. Et toutes les surfaces. Vous avez les poignées des portes. Ici, nous avons les micros devant nous, tout le monde vient et tient le micro. À un moment donné, il faut nettoyer parce que tout est source de contamination. Parlons du gel hydroalcoolique. Il semble que l'utilisation abusive de ce gel également peut causer d'autres dommages. À ma connaissance, je n'ai pas encore, je ne sais pas si ça peut créer. Mais ce que je sais du gel hydroalcoolique, c'est une substance qui est là-dedans. Quelqu'un peut être allergique. Et si vous êtes allergique à cela, n'utilisez pas, optez plutôt pour le savon et de l'eau. C'est ce que je peux dire. Très bien, vous écoutez la référence sportive Radio Sport FM à l'heure de cette émission spéciale dans la lutte contre le Covid-19 et c'est le docteur Ganiou Tianilé que nous recevons aujourd'hui. Il est spécialiste en santé publique, il est directeur de l'information sanitaire, il est également épidémiologiste. Alors, il y a une question également que j'ai envie de poser. Est-ce que le Togo a prévu déjà la désinfection massive comme on en voit dans certains pays pour quand même endiguer le mal? Ça peut arriver, ça peut venir? La pulvérisation massive. Bon, vous savez, quand il y a une épidémie, il y a quand même des aspects, disons, psychologiques. Les gens veulent sur le plan psychologique, pour que les gens ne soient pas en panique. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, les pulvérisations massives n'ont pas montré leurs preuves. Le virus n'est pas en l'air. Vous projetez en l'air, ça va tuer quoi? Mais sur les surfaces, oui. Oui, sur les surfaces. Nous avons dit sur les surfaces, c'est là où il faut nettoyer. Et nous avons vu les conditions dans lesquelles il faut le nettoyer. Une pulvérisation comme ça en l'air, je ne pense pas que ça soit efficace. Et donc, certains l'ont fait, par exemple, les pays proches de nous l'ont fait. Peut-être que psychologiquement, on se dit, bon, on a pulvérisé, c'est bon. Mais en matière épidémiologique, je ne vois pas leur efficacité. Voilà. Alors, on va parler un peu de cette épidémie. Est-ce que cette épidémie n'a pas aujourd'hui réveillé un peu les pays africains, surtout par rapport aux infrastructures sanitaires? Oui. Nous sommes tous d'accord que ça arrive. Ce n'est pas seulement les pays africains. Même ceux que nous pensions être au top de la médecine, de la santé, aujourd'hui ont vu que leur système ne tient même pas. Donc maintenant, rapporter ça aux pays africains, on voit qu'il y a un bon chemin à parcourir. Et chaque pays a déjà commencé par rapport à notre pays. Les structures déjà au niveau de Lomé, vous voyez ce qui est fait au niveau de Lomé commune. Actuellement, la réflexion est terminée. L'équipement continue. Au niveau régional, il y a des centres qui sont en train d'être réfectionnés, qui ont été réquisitionnés. On est en train de réfectionner et également seront équipés pour d'éventuels cas qui seront notifiés à ce niveau. Donc le Togo n'a pas à s'inquiéter ou bien la population n'a pas à s'inquiéter parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour leur permettre, en cas de maladie, de se faire soigner. La meilleure solution, c'est de ne pas attraper la maladie. Oui. Ça, on le sait. C'est la meilleure solution, oui. C'est de ne pas attraper la maladie. Donc, les gestes barrières, tout le monde. Moi, il y a quelques semaines, j'ai vu que la population, surtout à Lomé, tout le monde vous sortez, bon, la majorité d'ailleurs, vous sortez, tout le monde a son masque. Mais depuis quelques jours, je vois que, bon, comme il y a ça pas... Diminue. Ça diminue, l'habitude n'est plus là. Et là, attention, c'est là où ça devient dangereux.
Ça devient dangereux du fait que, on ne sait pas qui est parti prendre ailleurs, qui a le virus, parce que vous et moi, nous sommes ici bien portants. On peut héberger le virus sans présenter de signes et transmettre ce virus. C'est là où c'est très dangereux. Ça, c'est les porteurs sains. C'est les porteurs sains. C'est les porteurs sains et ils sont asymptomatiques. Ils ne présentent aucun signe, mais ils sont très dangereux parce qu'ils transmettent la maladie. Alors, docteur Ganiou Tchanilé, on va vers la fin de cette émission-là. Avez-vous d'autres choses à préciser et surtout, avez-vous des nouvelles de ce que fait le Comité national de gestion de la riposte? Merci beaucoup. Depuis le début de cette épidémie, sinon de cette pandémie, il y a eu plusieurs mécanismes qui ont été mis en place pour pouvoir endiguer cette épidémie, dont la coordination nationale de gestion de la crise, donc de l'épidémie au Togo. Ça, c'est au niveau supérieur et c'est le président de la République qui coiffe. Qui coordonne tout ça. Qui coordonne. Et en dehors de cela, vous avez des comités sectoriels. Au niveau de chaque ministère, par exemple le ministère de la Santé, il y a un comité de gestion de crise dont je fais partie. Et chaque jour, on se retrouve, on analyse les données, on discute pour que le gouvernement puisse prendre des décisions. Voilà comment ça se passe. Et en matière aussi de cette pandémie, les besoins, par exemple, sont exprimés par les sections, les comités sectoriels, et ça remonte au niveau de la coordination pour la prise de décision. Voilà comment ça se passe. Donc aujourd'hui, on peut dire que tout va bien, pas d'inquiétude. On contrôle la situation, c'est ça? On contrôle la situation, mais attention, vous avez vu en Italie, on était à 5 cas, et d'un coup, hop, ça explose. Ça explose. Donc tout est encore possible. Tout est encore possible. C'est pourquoi les mesures barrières doivent être de mise partout. Bien. Docteur Ganiou Tchanilé, vous êtes épidémiologiste, spécialiste en santé publique et directeur de l'information sanitaire. Merci d'être venu à Sport FM pour parler de cette pandémie, de cette maladie à coronavirus. Revenez quand vous voulez. Merci et à très 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 bientôt. Merci, monsieur Franck. Merci encore une fois et je pense que nous sommes disponibles. Dès que le besoin se fait sentir, nous ne tarderons pas à venir au niveau de vos antennes pour pouvoir partager l'information aux différents auditeurs et auditrices. Merci encore une fois. Merci à vous, merci à Elom Adovan pour la vidéo de cette émission. Merci également à Pélagie Mekoum. Allez, auditeurs, merci beaucoup. À très très bientôt.